On peut commencer. Ah, voilà. Bien, bonsoir à tous et bienvenue. hein. C'est toujours une joie de se retrouver ici autour de la science, mais aussi autour de la confraternité, la sympathie et l'amitié, lorsqu'on échange sur des sujets scientifiques, mais qui n'ont qu'un seul but, c'est que on va améliorer un peu notre pratique. Aujourd'hui, nous allons encore une fois siéger et discuter autour d'un sujet très, très passionnant. Brigitte, Nantes, je vous assure, moi-même, je me suis mis à même le sol pour ne rien rater ou ça pourra faire la synthèse. Alors, avéré, nous avons le pneumologue allergologue docteur Claude Louis, qui lui est à la clinique de l'Europe en Belgique. Je ne sais pas s'il s'est déjà connecté, mais il a le temps. Et professeur Catherine Ali-Rissassi de l'hôpital Mamaïmo, mais qui enseigne à l'ISTEM à Kinshasa. Et finalement, le docteur Alphonse Ndombwama, notre chirurgien thoracique très habitué des cliniques universitaires de Kinshasa. Avant de passer la parole à docteur Brigitte, j'aimerais quand même, au nom de tous les habitués de, de cette émission, de ces webinaires, présenter encore une fois nos condoléances à un des grands acteurs de ces LPR, le docteur Hugues Matondo, qui a perdu son père la semaine passée à Kinshasa, pour lui dire que nous sommes de cœur avec lui. Alors, docteur Brigitte, je vous passe la parole, comme ça, on pourra commencer. C'est sûr que tous les panélistes seront là quand tu auras fini. Merci, docteur Maïché, pour cette présentation conviviale. Alors, sans plus tarder, nous avons abordé le sujet de l'imagerie des pneumopathies infiltrantes diffuses. C'est une pathologie qui est vaste et ça regroupe un ensemble de pathologies rares, mais comme vous l'avez dit tantôt, l'imagerie des pneumopathies infiltrantes diffuses, c'est passionnant. Alors, les affections dites pneumopathie infiltrante diffuse regroupent à plus de 200 pathologies hétérogènes de causes variées qui ont un point commun, celui d'avoir un mode évolutif de sévérité lié à une atteinte de l'interstitium pulmonaire, indépendamment du mécanisme de départ. On parle de pneumopathie infiltrante diffuse plutôt que de pneumopathie interstitielle parce qu'il y a un certain nombre de ces pathologies qui ont un point de départ alvéolaire. Et donc, nous allons suivre le plan qui est affiché. Donc, les pneumopathies infiltrantes diffuses représentent une incidence annuelle de 20 pour 100 000 habitants en France, d'après la revue du praticien, et ont une prévalence d'environ 100 cas pour 100 000 habitants. Et dans l'imagerie occupe une place très importante, notamment scanner à haute résolution, qui va offrir une sémiologie radiologique qui est euh, riche et variée. Et donc, il y a plusieurs classifications qui ont été proposées. Celle-ci date des années 2015. Elle a permis de regrouper principalement les pneumopathies infiltrantes de causes connues, celles qui sont de causes inconnues ou idiopathiques avec des formes sporadiques et familiales, les pneumopathies granulomateuses et les autres pneumopathies infiltrantes comme l'histiocytose X et qui étaient considérées comme rares à l'époque. Et donc, cette classification n'a fait qu'évoluer. Donc, dans la classification de 2018,
qui est apparu dans le New England, on a vu l'apparition de pathologies auto-immunes dans cette classification, notamment la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Sjögren, le lupus érythémateux systémique. Et on a vu aussi également apparaître la pneumopathie d'hypersensibilité. Parmi les pneumopathies de cause connue, parce que de plus en plus, il y a une corrélation clinico-radiologique qui se fait. Et donc, la toute dernière classification qui est affichée, c'est une classification qui est proposée par le Derlin et collaborateurs dans son ouvrage de l'imagerie des pneumopathies interstitielles diffuses. Elle est clinico-radiologique. Et donc, on voit revenir les pneumopathies idiopathiques, les secondaires, les aigus et subaigus, et puis les ultra rares. Donc, dans cette présentation, comme je l'ai dit, comme vous l'avez vu dans le plan, on va s'appesantir sur les pneumopathies idiopathiques. On va essayer de faire un matching entre les pneumopathies idiopathiques et celles qui ont une cause, ont toujours un aspect radiologique d'idiopathique. Et ensuite, on va aborder quelques causes rares. Donc, la stratégie d'imagerie, ça va consister à faire une TDM pour une sémiologie complète, une TDM qui se fait en coupe millimétrique, qui va constituer l'examen clé du diagnostic, mettre en exergue les signes élémentaires et connaître la répartition de ces lésions. Souvent, on remarque qu'il y a une discordance entre le tableau clinique que le patient présente et les signes TDM qui sont très parlants. Euh, Au courant de cette acquisition TDM, on va veiller à faire une acquisition en inspiration et en expiration. C'est très important. Pourquoi? Parce que souvent, on est confronté à une atteinte des voies aériennes distales dont il faut pouvoir ressortir les caractéristiques de piégeage expiratoire ou de troubles ventilatoires qui apparaissent en verre dépoli. La lecture en double fénétrage est indispensable. Il faut également ne pas négliger le post-traitement, notamment les reconstructions multiplanaires dans les différents plans sagittal, coronal et axial. L'affichage des lésions en intensité maximale et intensité maximale pour ressortir les nodules et leur distribution dans le poumon et minimale pour ressortir les zones d'hyperclarté. Donc, les bases du raisonnement radiologique, c'est d'abord d'arriver à dire lequel des signes est le plus étendu dans le parenchyme pulmonaire quand on a une coupe TDM, de donner des signes de moins bon pronostic qui vont traduire la fibrose pulmonaire et ensuite d'établir des gammes diagnostiques. Et donc, les signes, ils vont apparaître dans le poumon et on pourra dire quelle est leur localisation à l'échelle du lobule pulmonaire secondaire qui est l'unité fonctionnelle du poumon, et puis d'établir à l'échelle pulmonaire, c'est-à-dire quand on est devant une prédominance lésionnelle périphérique et basale, on peut penser à une fibrose pulmonaire idiopathique, à une pneumonie interstitielle non spécifique, à une asbestose quand on a une prédominance supérieure moyenne, sarcoïdose, Carrington, centrale, œdème aigu pulmonaire, pneumopathie, pneumocystis gyrovecii, hémorragie alvéolaire, quand il n'y a pas de prédominance, pneumopathie d'hypersensibilité, etc., etc. C'est vraiment de avoir une idée à partir du scanner sur le diagnostic, recourir spontanément à une bronchoscopie, un lavage bronchoalvéolaire ou à une biopsie pulmonaire. Et donc, à titre de rappel, l'interstitium pulmonaire comprend principalement trois compartiments.
Donc, on a un compartiment qui est périphérique et qui va comprendre la plèvre et puis les septa interlobulaires. On a un compartiment qui est central, qui est reparti le long des structures bronchiques et vasculaires. Et on a un compartiment qui est intralobulaire, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque lobule secondaire et qui va comprendre des cloisonnements, des réticulations fines. Et selon chaque compartiment, on aura affaire à différents types de signes scanographiques, c'est-à-dire dans le compartiment périphérique, on aura plus affaire à des épaississements pleuraux, des zones de fibrose, de distorsion architecturale. Dans le compartiment interlobulaire, on aura des épaississements de septo interlobulaires, parfois des nodules, et dans le compartiment plus interne, des réticulations du verre dipolyle, de la condensation, du rayon de miel, on aura des signes plus fins. Et donc, le lexique de la pneumopathie infiltrante diffuse va comprendre ces signes sémiologiques qui ont été dits précédemment, des opacités qui sont linéaires et réticulaires. Donc, on a des cloisonnements septaux, des lignes qui ne respectent pas la structure du septum, donc les lignes non septales translobulaires, des hyperdensités diffuses que vous connaissez, condensation euh, pulmonaire du verre dépoli, le crazy paving, les opacités nodulaires que vous connaissez également, qui sont focales, parfois bien limitées, parfois non, les hypodensités isolées, comme les kystes, les bulles d'emphysème, les atténuations en mosaïque, les piégeages aériques, et puis les distorsions architecturales et les bronchectasies qui peuvent avoir différentes formes. Donc là, c'est une illustration d'un épaississement qui est septal. On voit bien là un septum qui est épais et qui délimite une structure polyédrique qui est l'unité fonctionnelle pulmonaire, qui est le, le lobule pulmonaire secondaire et cette structure polyédrique est centrée par une structure vasculaire qu'on voit au centre qui est hyper dense. Et souvent, il y a une branche satellite à côté de l'artère. Donc là, ici, par exemple, on voit bien l'opacité artériolaire et la branche satellite. Donc, on est bien dans un secteur lobulaire. Et là, nous avons des épaississements septaux qui sont dits réguliers. Donc, ces épaississements septaux vont délimiter une zone de 1 à 2,5 cm. Là, nous avons un exemple de verre dépoli, donc l'atténuation qui va apparaître plus dense que le poumon sain et qui va laisser en place les structures vasculaires et bronchiques qu'on arrive encore à entrevoir. Donc, c'est vraiment du verre dépoli qu'on va bien voir en scanner et qu'on ne parvient pas toujours à retrouver en radiographie. Là, ce sont des nodules et on voit bien que ces nodules sont de petite taille, qui sont bien limités, circonscrits, et on voit ils ont une un petit peu anarchique, c'est-à-dire on en retrouve un petit peu près de la plèvre, un petit peu à côté de la scissure, un petit peu en centrolobulaire, un petit peu à côté des branches. Donc, c'est vraiment des nodules qui sont épars, un petit peu diffus, et c'est la disposition typique de nodules périlymphatiques qui vont s'opposer, par exemple, aux nodules centrolobulaires qui ont une prédominance centrale par rapport aux lobules pulmonaires secondaires qui vont euh, se manifester sous la forme d'arbres à bourgeons que vous connaissez tous. Là, en termes d'image lacunaire, on a des kystes qui sont regroupés de topographie périphérique et qui ont tous à peu près la même taille.
Et cette disposition kystique est typique du rayon de miel. C'est le rayon de miel par excellence. Euh, et donc, la répartition périphérique et basale et sous-pleurale est très caractéristique du rayon de miel et de la fibrose pulmonaire idiopathique. Notez que ces kystes peuvent également augmenter en taille dans les autres pathologies. Ça, c'est un exemple de distorsion architecturale. On voit ici les bronches sont rétractées, qu'elles ont perdu de leur souplesse. On voit clairement qu'il y a une diminution du volume pulmonaire, une asymétrie de volume pulmonaire, que les densités ne sont plus les mêmes, que ce soit au niveau des apex ou au niveau des bases. Et donc, on est devant un- une distorsion architecturale qui est pluricompartimentale et qui prédomine au niveau des apex, surtout sur le poumon gauche. Ici, il s'agissait d'une fibroélastose pleuroparenchymateuse. En termes d'atteinte bronchique, on peut avoir cette atteinte bronchique qu'on va avoir suite à une fibrose et qui va délimiter la bronche, qu'on va voir clairement sous forme de tubule. Et d'un autre côté, on peut avoir des dilatations bronchiques qui vont être gradées selon l'importance de la dilatation bronchique par rapport à son artère satellite. On aura des dilatations bronchiques cylindriques, molliformes ou kystiques. Et donc, on va aborder à présent les pneumopathies infiltrantes fibrosantes. Donc, les pneumopathies infiltrantes fibrosantes, c'est cette atteinte interstitielle sur laquelle on s'attend à ce que, elle évolue directement vers la fibrose. Et les pneumopathies interstitielles fibrosantes sont regroupées grâce à des patterns. Quand on dit pattern, vous avez vu à côté, les patterns, ce sont ces formes géométriques euh, un peu comme les pâtisseries, les tapisseries qu'on arrive à reconnaître du premier coup d'œil, qui vont se comporter un petit peu de la même façon à chaque fois et de manière répétée. Donc, le terme pattern qui relève de l'anglicisme a été emprunté aux anapates pour désigner un motif scanographique qui est reconnaissable et qui peut se traduire de la même manière en histologie. Et donc, il y a plusieurs corrélations radiohistologiques qui ont été faites par rapport aux pneumopathies infiltrantes diffuses et qui permettent d'autoriser le diagnostic de pneumopathie infiltrante diffuse au scanner seul, notamment en ce qui concerne la pique certaine. Et donc, quand on n'arrive pas toujours à faire ressortir un pattern sur un scanner, on peut être amené à se prononcer et dire la pneumopathie infiltrante qui est devant nous, elle est soit inflammatoire, soit elle est fibreuse. Et là, on tombe dans le cas d'un diagnostic de travail. Mais le diagnostic de certitude, c'est vraiment un travail de longue haleine et c'est un travail qui nécessite de la concertation entre différentes disciplines. Donc, euh, concernant les pneumopathies interstitielles fibrosantes, on a les pneumopathies interstitielles majeures et comme chef de file, la fibrose pulmonaire idiopathique et la pneumopathie interstitielle non spécifique. Et ensuite, on a les formes aiguës qui vont avoir un tableau qui est assez bruyant, parmi lesquels on va avoir la pneumopathie organisée et la pneumopathie aiguë. Et ensuite, on a d'autres pneumopathies interstitielles comme la pneumopathie interstitielle desquamative et la bronchiolite respiratoire qui sont, elles, liées à euh, la consommation de tabac. Il y en a qui sont encore plus rares, comme la lymphoïde et la fibroélastose pleuroparenchymateuse qu'on a vu tantôt. Il y a, outre ces pneumopathies, les granulomateuses, les particulières, dont
Pour revenir à l'apport de l'histologie, en ce qui concerne la fibrose pulmonaire idiopathique elle-même, d'un point de vue histologique, l'anatomopathologique, lui, il découvre ce qu'on appelle une pneumopathie interstitielle commune. Et c'est important de garder cette notion parce que on va avoir différentes appellations pour la même chose. Et en ce qui concerne la fibrose pulmonaire idiopathique elle-même, c'est un diagnostic qu'on pose au scanner après avoir éliminé d'autres causes parce qu'il y a d'autres maladies qui vont avoir le même aspect. Et ces pathologies, en scanner, nous, on va leur attribuer le terme de pneumopathie interstitielle commune. Donc, c'est un peu du méli-mélo, mais on y arrive quand même. Et donc, comme je disais tantôt, pour le même pattern de fibrose pulmonaire idiopathique, et pas appelé pneumopathie interstitielle commune, on va avoir la fibrose pulmonaire idiopathique elle-même, des pathologies, des pathologies liées à l'exposition à l'amiante, les pathologies liées à l'utilisation médicamenteuse comme les immunosuppresseurs et les connectivites elles-mêmes. Et pour le pattern histologique de pneumopathie interstitielle non spécifique, on a la pneumopathie interstitielle non spécifique sans cause connue qu'on dit idiopathique, les connectivites, les pathologies liées aux antigènes et des causes médicamenteuses. Et donc, parlons maintenant des pathologies chroniques fibrosantes. La fibrose pulmonaire idiopathique est souvent une pathologie qu'on découvre de façon fortuite au cours d'une radiographie pulmonaire ou un suivi usuel qui se manifeste en général par de la dyspnée de la cyanose. On peut avoir une toux, un hypocratisme digital, une hypertrophie des velcro qui vont prédominer surtout au niveau des bases pulmonaires. Et donc, euh, sans vouloir couper l'herbe sous le pied aux anapathes, eux, ils distinguent surtout du rayon de miel. L'étude fonctionnelle va mettre en exergue surtout un syndrome restrictif. Et à la radiographie pulmonaire, on a à peu près ceci. Un poumon qui est presque blanc, pas de condensation floconneuse comme on en a l'habitude, une prédominance lésionnelle qui va être basale et périphérique avec des réticulations et des opacités en rayon de miel quand on arrive à les distinguer. Et donc, quand on arrive à distinguer, c'est pour vous dire que ce n'est pas toujours facile d'arriver à voir toutes les lésions sur une radiographie pulmonaire. Par contre, au scanner, là, on arrive à dire, voilà, il y a des réticulations, voilà, il y a du rayon de miel, voilà, il y a du verre dépoli. Et donc, dans la fibrose pulmonaire idiopathique, on aura toujours ces anomalies. Elles vont prédominer au niveau des bases. On aura des formations pseudokystiques sous-pleurales qui vont réaliser ce qu'on a appelé le rayon de miel. On aura des bronchectasies par traction, donc une trop bonne visualisation des bronches qui plaident en faveur d'une fibrose pulmonaire, de la distorsion architecturale, une diminution du volume pulmonaire, des opacités en verre dépoli qui ne sont pas typiques, mais qui peuvent être présentes et peu prononcées. Et une atteinte qui est systématiquement bilatérale. Elle peut être asymétrique, mais on aura toujours une atteinte bilatérale. Et sous-pleurale, parce qu'il n'y aura pas du respect de la plèvre. Il y a également, dans le cadre de la fibrose pulmonaire idiopathique, une perte de volume qui va se faire dans le temps. Et donc, les acquisitions TEDM, elles se font
une première fois, puis on continue à surveiller le patient. On va rechercher notamment dans cette surveillance la présence de condensation alvéolaire. Alors, comment est-ce qu'on réagit devant un scanner où on arrive à dire, là, on est devant un tableau de fibrose pulmonaire idiopathique qui est suspecté? Est-ce qu'on a une cause qui peut être identifiable? Alors, si on a une cause identifiable, on ne va plus parler de fibrose pulmonaire idiopathique. Ce sera un autre tableau. Ce sera autre chose. Alors, si on n'a pas de cause identifiable, on fait un scanner et on tombe sur le pattern scanographique proprement dit de la pneumopathie interstitielle commune qui est certaine. Là, on peut conclure à une fibrose pulmonaire idiopathique. Si on a d'autres signes d'atypie, on va être sur un tableau de pneumopathie interstitielle commune qui est probable ou possible, ou alors on peut encore avoir d'autres signes et on parle de fibrose inclassable. Et c'est au moment de la concertation pluridisciplinaire qu'avec tous les éléments diagnostiques, euh, anatomopathologiques, cliniques et suivi médical, qu'on pourra conclure est-ce que c'est une fibrose pulmonaire idiopathique ou ce n'en est pas une. Et c'est très important parce que le pronostic en dépend. Et donc, ce tableau euh, reprend à peu près les critères scanographiques pour arriver à se prononcer sur la certitude d'une FPI, qu'on appelle également UIP. Et donc, l'atteinte sous-pleurale, prédominance basale, distribution homogène et donc rayon de miel, nid d'abeille, avec ou sans bronchiectasie, on est sur une pique qui est. Dès qu'on commence à avoir des réticulations et du verre dépoli, on se réserve un petit peu, on commence à parler de probable. Alors, lorsqu'on a des réticulations et un petit peu de verre dépoli et pas de bronchectasie, là, on est un petit peu sur une pique indéterminée. Et devant d'autres signes, là, il faut passer de la suspicion de fibrose pulmonaire idiopathique vers un diagnostic alternatif, c'est-à-dire lorsque vous avez des kystes, du mosaïque, du verre dépoli qui prédomine, les micronodules, etc., etc., un œsophage dilaté, parce que ce sont des signes d'orientation pour d'autres causes. Et donc, la fibrose pulmonaire idiopathique, elle a évolué lentement vers l'insuffisance respiratoire. Et parfois, on peut avoir des phases d'exacerbation de la maladie. Le traitement, c'est essentiellement de la corticothérapie. Je ne vais pas faire entrer dans les détails. Donc, on va parler à présent de la pneumopathie interstitielle non spécifique, qui est caractérisée principalement par une préservation de l'architecture pulmonaire dans les zones qui ne sont pas malades et qui comprend deux tableaux essentiels, une fibrose et une inflammation. Donc, la clinique va se rapprocher de celle de la fibrose pulmonaire idiopathique et on aura, d'un point de vue fonctionnel, un syndrome qui est restrictif avec zone poumon sain, poumon malade. La radiographie, une prédominance lésionnelle au niveau des bases, des condensations mal limitées, quelques réticulations, du verre dépoli. Et donc, au scanner, on a des opacités en verre dépoli qui sont bilatérales symétriques dans les bases qui vont avoir tendance à respecter le poumon cortical, donc l'espace sous la plèvre. On a des images qui sont linéaires de distorsion architecturale non septale. On a de la bronchectasie. Donc là, vous voyez qu'il y a des zones de bronchectasie de traction avec cet aspect en tire-bouchon qui est caractéristique à la pathologie. On peut avoir des petites formations kystiques
sous pleural, mais ce ne sera pas du rayon de miel. C'est peut-être, ça peut mimer le rayon de miel, mais ce n'est pas le rayon de miel à proprement parler. Et puis, les zones de verre dépoli vont avoir volontiers une distribution qui est péribroncovasculaire. Et donc, euh, quand on a la coexistence de plusieurs lésions, bronchectasie, condensation, rayon de miel, verre dépoli, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pneumopathie interstitielle non spécifique, le verre dépoli, c'est le signe princeps. Et souvent, le diagnostic différentiel sera à faire avec la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, nous avons abordé les pneumopathies fibrosantes qui sont chroniques, particulièrement chroniques. Nous allons maintenant parler des pneumopathies aiguës et subaiguës. Donc, la pneumopathie organisée cryptogénique, c'est une pneumopathie qui va survenir chez le sujet d'âge moyen de 55 ans et ça va entraîner une perte pondérale, des frissons, de la fièvre, surtout la fièvre au premier plan, des myalgies, et ça va s'installer progressivement dans le temps, entraînant une toux sèche et puis des dyspnées d'effort. Donc, un syndrome inflammatoire au premier plan, une obstruction luminale des voies aériennes avec parfois du fibroblaste, un syndrome restrictif et puis des polynucléaires neutrophiles et éosinophiles. La pneumopathie organisée cryptogénique, c'est une pathologie qui va intéresser principalement le poumon qui est sous-cortical et qui va comprendre essentiellement des opacités alvéolaires bilatérales, des opacités qui partent du verre dépoli à la condensation. C'est vraiment progressif. C'est progressif dans le temps, dans l'espace et dans la densité. Parfois, on a une disparition spontanée des lésions et l'apparition de nouvelles lésions. C'est vraiment la pneumopathie organisée cryptogénique, celle qui se cache. Que sur ces radiographies, on peut voir que la pneumopathie organisée, elle avait commencé au niveau des bases pulmonaires et puis elle se dissipe repartir dans la partie moyenne et là, elle occupe tout le poumon. Mais après, on s'attend, lorsqu'elle est traitée et prise en charge comme il faut, elle peut régresser complètement. Ici, on a des zones de verre dépoli, des réticulations intralésionnelles, toujours dans le cas de la pneumopathie organisée. Ici, c'est une forme qui est plus dense et qui laisse entrevoir un petit peu du bronchogramme aérique. Donc, la pneumopathie organisée, elle va se retrouver aussi bien dans les pathologies infectieuses que les réactions médicamenteuses, que les connectivites, etc., etc. Donc, on s'exerce à la reconnaître sur différentes pathologies. Il y a aussi des formes nodulaires qui peuvent comprendre des nodules cavitaires et des formes micronodulaires de pneumopathie organisée, mais ce sont des formes qui sont assez rares. Il n'y a pas de rayon de miel dans la pneumopathie organisée et l'épanchement liquidien pleural est inhabituel. Donc, on va aborder la pneumopathie interstitielle aiguë. La pneumopathie interstitielle aiguë, c'est une pneumopathie qui est bruyante dont le tableau clinique est assez parlant. Donc, détresse respiratoire au premier plan qui va entraîner un dommage alvéolaire diffus. Elle peut être d'origine infectieuse ou faire suite à un état de choc euh, qui peut être euh, euh, cardiogénique ou un œdème. euh, donc, parfois, on a un tableau pseudo-grippal, des signes d'hypoxie, d'insuffisance. Et donc, devant ce tableau aigu, le patient est souvent pris en charge
en réanimation et les taux de mortalité peuvent dépasser les 50%. Alors, comment ça se présente en scanner? On a des opacités envers des polis qui ont une répartition plutôt géographique, de la bronchectasie, des condensations fréquentes, surtout dans les parties qui sont déclives, des réticulations. Et puis, lors de la régression des lésions, on a un nettoyage progressif de ces condensations et du verre des polis. Et on peut avoir des séquelles, notamment des formations kystiques pulmonaires, euh, de la distorsion architecturale. Donc, on a abordé les chroniques et les aigus. Maintenant, nous allons parler de celles qui sont liées à la consommation de tabac. La bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle. C'est une forme rare de pneumopathie interstitielle idiopathique qui est associée à une bronchiolite et des lésions interstitielles diffuses dont les symptômes sont non spécifiques et modérés. Donc, on peut avoir une dyspnée invalidante qui est croissante et c'est surtout chez le patient consommateur de tabac dont l'évaluation de, de la consommation est de plus de 30 paquets année. Et donc, ça concerne le sujet jeune, ça dépend ce qu'on entend par jeune, entre 40 et 60 ans. Et donc, les troubles ventilatoires, ils sont mixtes. Euh, on va avoir une atteinte centrale qui comprend des branches proximales et périphériques, des nodules centrolobulaires de faible densité et qui sont à limite floue. Donc, sujet jeune, consommateur de tabac avec un scanner, on retrouve des micronodules qu'on voit à peine, dont les limites sont floues. On a un épris bronchovasculaire. On est sur une bronchiolite respiratoire. La pneumopathie interstitielle desquamative, elle aussi est liée à la consommation de tabac. Euh, Elle peut entraîner chez le patient un hypocratisme digital et donc elle va se caractériser par des opacités qui vont prédominer dans les lobes inférieurs avec une répartition plutôt périphérique. Les opacités vont être linéaires, irrégulières, réticulaires, peu marquées au niveau des bases. Donc là, on voit bien, c'est un pseudo-pins, donc on a un respect de la périphérie, on a du verre dépoli, des irrégularités, des réticulations, un petit peu de bronchectasie. Et donc, chez un sujet consommateur de tabac, on peut avoir des pseudokystes. Là, on est sur un tableau de pneumopathie interstitielle desquamative. Nous allons maintenant aborder les pneumopathies infiltrantes diffuses qui ont un soubassement étiologique. Euh, D'emblée, je dirais que on ne peut pas, dans ce travail, aborder toutes les pneumopathies infiltrantes dont l'étiologie est connue parce qu'il y en a plusieurs. Euh, et donc, on a décidé de dire quelques mots sur les pneumopathies, les connectivites et de façon très brève. Donc, les connectivites, ce sont les pathologies rhumatismales que vous connaissez, qui sont associées le plus souvent à la détection d'un anticorps. Et donc, souvent, ce sont des pathologies qui sont auto-immunes. Les pneumopathies infiltrantes diffuses associées aux connectivites comprennent aussi bien la pneumopathie interstitielle commune, la pneumopathie interstitielle non spécifique, la pneumopathie organisée. L'entité appelée PINS-PO, les pneumopathies interstitielles lymphoïdes. Et donc, en ce qui concerne les connectivites, selon le secteur pulmonaire atteint, on va avoir une orientation étiologique. Donc, dans l'interstitium, devant des nodules
on peut penser à une polyarthrite rhumatoïde, nodules qui apparaissent, qui vont être excavés par la suite. Devant des épaississements pleuraux, on peut penser à un syndrome de Gauche-Rogen. Devant une dilatation œsophagienne, on va penser à une sclérodermie. Devant un tableau aigu d'hémorragie alvéolaire, on peut penser à un lupus érythémateux systémique. Et devant un tableau de peau et de myosite, on va penser à un syndrome des antisynthétases. Devant une atteinte thoracique, extra-thoracique articulaire, on est dans un tableau de polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Et donc, il faut, pour arriver à poser le diagnostic de la pneumopathie, de la connectivité en question, il faut qu'il y ait cette concertation entre radiologues que des éléments cliniques et paracliniques soient fournis, qu'il y ait cette discussion, qu'il y ait ce faisceau d'arguments-là qui soit présenté. Et donc là, c'est un exemple d'un patient qui est suivi pour un syndrome de Gauche-Rogen et chez qui on retrouve des lésions de foyers condensants périphériques qui reposent sur la plèvre et qui sont en rapport avec des foyers de pneumonie organisée. Bon, nous allons maintenant aborder une autre forme causale de pneumopathie interstitielle diffuse qui est la pneumopathie d'hypersensibilité. Donc, la pneumopathie d'hypersensibilité est une pneumopathie qui est assez courante. Elle commence par un tableau qui est un syndrome pseudo-grippal avec la récurrence de symptômes qui sont respiratoires, une dyspnée d'installation progressive, exacerbée par la prise de tabac chez le sujet âgé de plus de 65 ans. Cette pneumopathie d'hypersensibilité a la particularité d'être déclenchée par des facteurs euh, antigéniques contenus par des moisissures, les germes portés par les volailles, les oiseaux. Elle peut être contenue dans les germes qu'on retrouve dans des circuits d'eau chaude, etc. Donc, à l'acquisition TDM, il est important de faire une acquisition en inspiration, en expiration. Et au moment de la concertation pluridisciplinaire, devant un tableau en tel pattern, on retrouve des micronodules diffus avec des zones de piégeage. Il faut pouvoir arriver à identifier la cause de la pneumopathie d'hypersensibilité pour pouvoir traiter le patient. Et donc, sur le scanner, euh, de manière très caractéristique, on aura du verre dépoli, des réticulations, des bronchectasies dans les formes fibrosantes, des kystes, et puis un aspect typique de la pneumopathie d'hypersensibilité, c'est cet aspect en mosaïque qui va comprendre des zones qui sont trois densités, une densité hyperaérée, une densité condensante, une densité de poumon sain. La coexistence de ces trois densités en mosaïque et qui caractérise la pneumopathie d'hypersensibilité. On a dans la forme fibrosante de cette pneumopathie des réticulations et des kystes en rayon de miel. Nous allons à présent aborder les pneumopathies interstitielles kystiques. Les pneumopathies interstitielles kystiques sont des pneumopathies interstitielles diffuses qui sont rares et leur cause reste inconnue. Parmi les pneumopathies interstitielles kystiques, on va parler de la lymphangioléomyomatose et de l'histiocytose langerhanienne qu'on aurait aussi pu classer parmi les causes granulomateuses, au même titre que la sarcoïdose. Donc,
La lymphangiolyomélatose, c'est une maladie qui va toucher préférentiellement la femme jeune en période d'activité génitale et qui peut être de façon sporadique, être associée à une sclérose tubéreuse de Bourneville. Elle est relevée à l'occasion d'un bilan de dyspnée ou de pneumothorax ou de chylothorax. Donc, elle est caractérisée par la présence de kystes de taille variable dont la distribution est homogène dans les deux champs pulmonaires avec un volume pulmonaire qui est conservé. On peut avoir des opacités réticulées ou réticulonodulaires ou fines. On peut aussi avoir des adénopathies médiastinales et dans le bilan, on va faire une extension sous-diaphragmatique pour essayer de voir si on a les angiomyolipomes qui sont liés à la sclérose tubéreuse de Bourneville. Donc, sur cette coupe axiale TDM en fenêtre pulmonaire, on voit ces formations kystiques d'équipe sous-pleurale. D'autres formations kystiques sont ces kystes qui sont ces hyperaérations pulmonaires bien cernées par une paroi, contrairement à l'emphysème qui n'en a pas. Et on a cette clarté qui est dans la partie proclive du patient qui n'est autre qu'un pneumothorax. Donc là, la reconstruction coronale de l'image montre cet épanchement pleural gazeux et les kystes dont les tailles sont variables et de répartition bilatérale. Donc voilà, sur une reconstruction minimale en MIP, pardon, on a ces formations kystiques qu'on voit bien et qui sont visualisées notamment dans la lymphangiolyomématose. Alors, l'histiocytose langerhans, elle, c'est une granulomatose d'étiologie inconnue qui va atteindre les grands fumeurs, notamment les sujets de sexe masculin. On aura une toux sèche, de la dyspnée, un pneumothorax, s'il y a rupture des kystes, des signes généraux du diabète insipide, une atteinte osseuse. Alors, il y a plusieurs formes à la radiographie pulmonaire. Là, on peut voir que sur cette radiographie pulmonaire, on a des hyperclartés qui sont en rapport avec les kystes. Et à un stade tardif, on aura une évolution vers le rayon miel, voilà. Et puis, un pneumothorax observé dans 15% des cas. Le scanner est plutôt typique dans l'histiocytose langerhansienne parce qu'on aura des kystes d'une part, mais d'autre part, on aura des nodules et parmi ces nodules, on a des nodules qui ont des cavitations, une paroi épaisse. Et donc là, on a cette coexistence de nodules, de kystes et de nodules troués avec des plages de condensation, une prédominance vers les sommets. On est vraiment dans chez un sujet qui fume, on est dans une histocytose langerhansienne. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir des pneumopathies infiltrantes diffuses? Ce sont des tableaux pathologiques radiologiques qui sont très variés. Et donc, pour se les approprier, on s'exerce. Le radiologue doit reconnaître les pneumopathies infiltrantes diffuses et en faire une description soigneuse des lésions élémentaires euh, en reconnaissant les caractéristiques particulières de chacune d'entre elles. Dans la pratique, ce n'est pas aussi évident que parce qu'il peut y avoir la coexistence de plusieurs pathologies et donc pour cela, il faut vraiment, et j'insiste là-dessus, il faut pouvoir avoir cette discussion multidisciplinaire pour essayer de rassembler les signes qui convergent ensemble vers un diagnostic de certitude et faire une confrontation anatomopathologique et au besoin mettre en place un diagnostic de travail qui va permettre de prendre en charge le patient en fonction de tous les éléments
et l'observer continuellement, ne pas le laisser s'en aller, le suivre. Donc voilà, je vous remercie. Ça, ce sont les abréviations en lien avec la présentation. Il y a l'ouvrage de l'imagerie des pneumopathies interstitielles diffuses qui est assez intéressant pour ceux qui veulent se l'approprier. Voilà, je vous remercie. Voilà, un tout grand merci, hein, Brigitte. Comme l'a dit le docteur Dadi, c'est des trucs compliqués, mais qu'elle explique de façon très simple. J'ai j'ai l'impression que même nos choses, mais ça n'enlève pas le droit à l'Assemblée de poser des questions d'éclaircissement. Moi, je te félicite déjà parce que c'était assez clair. Euh, Merci une beaucoup. constellation de pathologies, de 200 pathologies, que l'on explique simplement comme ça. Et vous retenez à la fin qu'elle a dit il faut s'exercer. Il faut s'exercer. Elle nous a donné des classifications qui ont évolué au cours du temps. Elle nous a donné des petits secrets par rapport à la localisation, où se situent les lésions élémentaires et s'appuyer sur les... Mais je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Préparez vos questions. S'il n'y en a pas, moi, je pourrais demander si on a un des panélistes déjà en selle. Comme ça, ils peuvent déjà nous donner leur complément de leur expérience clinique ou paraclinique, hein, parce que j'ai entendu que le diagnostic ici s'appuyait sur la discussion multidisciplinaire. Et pour nous, essentiellement, c'est l'imageur et l'imagerie et l'histopathologie. Donc, vous comprenez. Et pour les internes, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu très peu de clichés de radio parce que la radiographie ici, c'est pas qu'elle ne montrera rien, mais très souvent, elle peut ne rien voir sans avoir la capacité d'exclure le diagnostic. Scan vous met plus à l'aise, vous rapproche un peu plus. Bien sûr, les cliniciens ont leurs secrets, ils vont nous parler des tests respiratoires fonctionnels et peut-être de la clinique. Essayez de voir si on peut ensemble se compléter. Dans le chat, il y a des remerciements. C'est vrai, Brigitte mérite vraiment et des félicitations pour la présentation. Je ne sais pas si docteur nous envoie Maïla ou docteur Luyeye, ou plutôt professeur Ali Rissassi. On peut donner la parole aux panélistes le temps que dans l'Assemblée, les gens puissent écrire librement ou lever la main pour poser des questions sur l'imagerie. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un de nos cliniciens. Catherine, vous pouvez activer votre micro et nous donner vos commentaires et vos apports, hein, parce qu'on a vraiment besoin de compléments des cliniciens. Allô, vous m'entendez? 5 sur Oui, 5. oui, très bien. Voilà, ok. Donc, merci en tout cas. Donc, je suis docteur Claude Bidilouyeye. Bon, je remercie en tout cas ce travail exhaustif qui a pu décrire beaucoup de choses que l'on connaît. Je pense que la grande révolution dans les pneumopathies infiltrantes diffuses a été l'avènement du scanner, parce qu'il y a très peu de place pour la radiologie standard. Je pense que c'est le scanner que nous devrions réaliser. Et je suis pneumologue et notre rôle central est là dans la discussion multidisciplinaire. Je pense que cette pathologie, quand on affine, et la sémiologie radiologique affinée, peut nous faire éviter aujourd'hui la réalisation de beaucoup de biopsies pulmonaires. Je pense que l'anapathe a une place qui devient restreinte avec une sémiologie radiologique maîtrisée. Je pense que ça a été bien décrit. Je voudrais dire aussi que ce ne sont pas des pathologies rares. Il m'est arrivé d'aller à Kinshasa et de trouver quelques cas de fibrose pulmonaire idiopathique.
cette pathologie est greffée quand même d'une certaine mortalité et il faudrait être très prudent là-dessus. Je pense que ce que j'aurais voulu aussi, peut-être qu'on puisse en discuter, la consoeur, c'est vrai qu'il y a 200 pathologies, mais de parler de granulomatose telle que la sarcoïdose, qui est une des principales causes des pneumopathies infiltrantes diffuses, parce que ça pose problème dans nos milieux, le diagnostic différentiel avec la tuberculose. Souvent, la description de cas de sarcoïdose et la sarcoïdose a une définition bien claire, mais quelquefois, ce cas-là sont traités comme de la tuberculose. Donc, je pense qu'il faudrait être prudent là-dessus. Tout granulome n'est pas tuberculeux. Là, c'est ce que je voulais. Ce que je voudrais insister aussi dans la fibrose pulmonaire idiopathique, je pense que quand il y a la forme des pics qui est certaine, là, il n'y a pas de problème. On ne va pas directement à la biopsie pulmonaire chirurgicale, même aux investigations. Je voudrais rappeler tel que faire même une fibroscopie peut aggraver ce patient. Donc, je pense que là, il est clair qu'on n'y va pas. Dans les formes euh, euh, peu probable ou indéterminé. Je pense qu'il y a la place de la biopsie pulmonaire chirurgicale, il y a des conditions pour les réaliser et c'est qu'on demande dans ce cas-là aussi d'aller au chirurgien, d'aller prendre surtout au niveau de deux sites de biopsie, d'être prudent. Et là où je vais insister aussi, actuellement, ces pneumopathies telles que la fibrose pulmonaire idiopathique, il y a un traitement pendant fibrotique qui permet en tout cas de ralentir le temps fait une greffe pulmonaire parce qu'on sait qu'inévitablement, cette pathologie peut aboutir à une insuffisance respiratoire nécessitant une greffe pulmonaire. Je pense que c'est un message que je voulais transmettre. Je suis très intéressé par les myélopathies d'hypersensibilité. Actuellement, en tout cas, la sémiologie aussi est claire. On parle de sensibilité non fibrosant et fibrosant. Donc, je pense qu'il faudrait insister là-dessus. Dans les formes non fibrosantes, donc les formes aiguës de l'époque, la corticothérapie a sa place. Je pense que quand la forme devient fibrosante, quelquefois, il est difficile de développer les choses avec une fibrose pulmonaire idiopathique. Message que je voulais transmettre aussi. Je pense qu'il faudrait qu'on ait l'œil attiré aussi sur les pneumopathies euh, liées au connectivite. Je pense qu'il y a quand même deux cas de connectivite qui existeraient chez nous, surtout sur la polyarthrite rhumatoïde. Donc, je reste convaincu que ce sont des pathologies intéressantes pour nos milieux qui a moyen, dans les formes, de diagnostiquer en tout cas les fibroses pulmonaires idiopathiques, même si on n'a pas de traitement qui sont onéreux, mais au moins qui pensaient. Voilà. Et je voulais dire aussi une chose, dans les PID aigus, il y a les myélopathies aiguës à éosinophiles. Très intéressant. Je pense que la biologie peut aider par une éosinophilie et lavage bronchiolo-alvéolaire que l'on peut avoir avec une hyperéosinophilie thérapeutique qui répondent très bien à des corticothérapies. Merci. Merci beaucoup, docteur Louis. C'est très intéressant, très 5 minutes, on nous a bondé d'une grosse expérience, hein. Vous sentez que c'est un clinicien qui parle et qui sait ce dont il parle. Donc, il nous a quand même essayé de recadrer, de raffiner sur les pathologies les plus fréquentes. Et l'avantage, c'est qu'il parle de sa petite expérience quand il est passé au Congo et puis son expérience en Belgique. Donc, nous allons continuer. S'il y a un autre panéliste, le micro est à vous. On va continuer de recevoir les questions. Docteur Amanda Viviane, vous avez demandé qu'on remette le tableau des abréviations, mais je ne sais pas si docteur vont vouloir utiliser l'écran. Donc, comprenez qu'on peut vous l'envoyer et l'émission aussi, le webinaire est enregistré, hein. On va vous l'afficher jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui... Professeur Catherine, je ne sais pas si vous êtes disposé à compléter un peu ce que Oui, oui. docteur Lullier
Je, Vas-y. je viens d'activer le son, Voilà, j'espère merci. qu'on m'entend. Allô? Vous Non, non, entends. allez-y, hein. Oui, je n'ai pas Oui, on une vous très bonne entend connexion. Ça 5 s'affiche tout sur le 5. temps, connexion instable. J'espère que vous allez m'entendre. Donc, Oui, oui, merci de oui. nous avoir fait participer à ces moments d'échange. Effectivement, Merci à vous. quand la première panéliste parlait, on est en pleine radiologie. Les images de radiologie, autant elles sont claires pour vous, autant elles sont difficiles pour le pathologiste qui est habitué à d'autres couleurs que le noir et blanc. Évidemment, elle a décrit ces pneumopathies comme étant un groupe hétérogène de beaucoup de maladies. Vous en parlez de plus de 200. Alors, si nous nous représentons l'histologie de l'appareil respiratoire, on connaît les éléments qui les constituent. On a les parties les parties bronchiques, les parties vasculaires et les parties de l'interstitium qui sont très bien décrits là-dessus. Alors, dans toutes ces pathologies de pneumopathie infiltrante et interstitielle diffuse, en histologie, nous avons évidemment trois grands compartiments que nous observons. C'est l'interstitium, qui est souvent siège de fibrose ou d'inflammation. Ça a été longuement décrit par la première panéliste. Et il y a ensuite la coexistence d'une atteinte des voies aériennes, des alvéoles et voire des parois des vaisseaux. Ça, ce sont des éléments que nous cherchons à observer sur toute lame d'histologie provenant d'une biopsie au niveau des zones lésionnelles. Alors, ce diagnostic a été dit, on ne cessera de le dire, il est multidisciplinaire. Il y a cet interrogatoire du patient qui doit être très bien fouillé, l'examen clinique avec les explorations respiratoires et la biologie, l'imagerie avec les radios standards, le scanner et autres. Évidemment, il y a l'endoscopie et les liquides de lavage bronchique. Et ensuite seulement, si cela est indiqué, on fait des prélèvements histologiques parce que tous les prélèvements ne sont pas indiqués pour toutes les pathologies et deux fois, ils sont plus à risque que pour un bénéfice. Alors, dans l'observation je ne sais pas partager mes images parce que je ne sais pas si vous allez me suivre et me comprendre sur les images histologiques. Je, je vais partir pas à pas, tenant compte des différentes pathologies qui ont été expliquées par la première panéliste. C'est souvent quelles sont les lésions que l'on observe. Je commencerai premièrement dans une pneumopathie interstitielle commune. Elle l'a bien décrit. En histologie, qu'est-ce que nous observons? Il y a très souvent la destruction de l'architecture pulmonaire et on a une coexistence des lésions à différents âges et des lésions qui ne sont pas tout à fait uniformes au sein d'un même prélèvement. C'est là où on nous a décrit les lésions en rayon de miel et puis une prolifération fibroblastique autour des structures alvéolaires. Bien Excusez-moi, évidemment, professeur Alélissa, si vous pouvez partager les images si vous en avez. Comme ça, on apprend aussi. vous ne comprenez souvent pas mes images, alors ça m'effraie. Non, non, non. Je, On va je s'exercer. vais, je vais y aller. Donc, une minute. Allez, Ah, voilà. voilà. Là, je suis vers le bas, je remonte. OK, je vais prendre cette image. Elle est moins parlante. Je vais aller sur la, 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 la moins spécifique, laquelle est un instant, je vous prends les images les plus intéressantes hein, pour ne pas... Voilà. On a parlé de cette pneumopathie avec des images en rayon de miel
Donc, vous avez nos alvéoles qui sont là, qui paraissent exactement comme des trous dans les niches d'abeilles. Tout autour, vous avez des lésions de fibrose et de l'inflammation, lymphoplasmocytaire. C'est la même image qui est représentée. L'alvéole est assez distendue. Elle prend vraiment cette image de ruche d'abeille, de niche d'abeille. Et tout autour, nous retrouvons de la fibrose et des éléments lymphoplasmocytaires qui paraissent un peu plus foncés. Et ça, c'est exactement le tissu qui a été prélevé. Sur la macroscopie, vous voyez toutes ces présentations alvéolaires et ces images qui vous rappellent le parenchyme en niche d'abeille. Ce caractère hétérogène, on le voit aussi plus bas. Dans cette section, vous avez de la fibrose et des éléments lymphocytaires, mais tout autour de l'alvéole, on n'a souvent pas un interstitium rempli de fibrose comme ça. Ici, c'est un tissu fibrotique qui entoure la lumière de l'alvéole. Et le caractère hétérogène n'est pas bien sur l'image du bas. Alors, on a donné l'aspect en rayon de miel, on a donné la fibrose. Ça, au moins, ce sont des lésions que j'ai déjà pu voir dans les idiopathiques non spécifiques. Par contre, ici, vous avez des lésions qui sont tout à fait homogènes et l'architecture pulmonaire est conservée et de façon diffuse, vous avez une inflammation lymphoplasmocytaire ainsi qu'une fibrose collagénique. Vous êtes là. Nous avons nos structures tubulo-alvéolaires qui se retrouvent partout. Mais quand vous regardez, on a des foyers de fibroblastiques qui sont très marqués au niveau des structures alvéolaires. Celle-ci, elle est vraiment rétrécie avec de la fibrose ça et là. Le reste des alvéoles vous paraissent ouvertes. Et vous remarquez que la préservation de l'architecture pulmonaire est là. On a un peu une répartition équitable des structures alvéolaires, quoique leur lumière ne soit pas identique. Et on a vraiment cette absence de la structure précédente que je vous ai présentée. Et tout ce qui paraît plus sombre est juste l'infiltration lymphoplasmocytaire, qui sont de petits points, mais l'image n'est pas très nette. Seulement, dans les interstitiels non spécifiques, on a une uniformité spatiale de la lésion. Et ça, c'est important. On nous a parlé des pneumopathies interstitielles aiguës. Eh ben, dans les aigus, il y a une progression, comme on a dit, il y a une évolution dans le temps, parce qu'au-delà de 3 mois, ça peut aller vers une chronique. Qu'est-ce que l'on observe? C'est ce dépôt entre les espaces interstitiels des membranes hyalines. L'œdème est là parce qu'on a des séparations de tissus. L'œdème est en train de déchirer un peu le tissu entre les alvéoles. Et dès que la phase exsudative est passée, on va dans la phase organisée. On a maintenant une fibrose qui commence à se constituer autour des lumières alvéolaires et évidemment, de façon diffuse, tout ce que vous voyez en pointillé noirâtre, ce sont des lymphocytes qui ont déjà envahi les espaces entre les alvéoles et tout l'interstitium. Ça peut se résorber comme ça peut évoluer comme vers des lésions de chronicité. On nous a parlé des DI desquamatives. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu, mais pour la seule fois que j'ai vu, c'était très clair pour moi sur une dia, malheureusement pas chez nous, sous d'autres cieux. Vous avez le contour ici d'une lumière alvéolaire qui est totalement envahie par des macrophages. On a des macrophages qui envahissent totalement la lumière de l'alvéole. Là, ce sont comment dire, les branchioles terminales qui vont vers les alvéoles, mais également là, elles sont envahies par la présence des alvéoles. Et moi, ici, je vous répondrai tout simplement que c'est une desquamative en attendant de mettre en corrélation les éléments cliniques et radiologiques. Et de façon éparse, autour, vous avez des pointillés noirs qui représentent tout justement l'infiltration
Apparemment, la connexion du prof n'est pas friendly. On attend un peu. Oui. Vous nous entendez, professeur Issassi? On vient de la perdre. Espérons que dans la seconde, ça va aller. On va prendre des questions, peut-être Oui, dans oui, on le panel. Je vais prendre. Il y a un des membres, Kalouk, qui se présente. Il est heureux de partager avec nous hein, cette plateforme. Il est médecin du travail qui s'intéresse aux pneumopathies fibrosantes, la silicose, l'asbestose, qui sont des maladies professionnelles. Alors, il voudrait un peu demander si l'un d'entre nous a de l'expérience par rapport à cela. Je ne sais pas si c'est Dr. Louyeye qui nous répondrait en attendant qu'on retrouve professeur Issassi. Et puis, il y a une question de Asmaïs. Elle demande est-ce qu'on peut se passer de la fibroscopie bronchique si l'aspect typique, si on a un aspect typique de PH. Et une troisième question, quelle est la place de l'échographie dans le cadre de ces pathologies idiopathiques? La dernière question, on va donner à Brigitte la primeur et puis nous allons essayer de voir comment nous compléter. Donc, docteur Louis, je ne sais pas si vous pouvez Oui, aider je peux ou... répondre d'abord. Il y avait Oui, la vas-y. deuxième question sur... allô, vous m'entendez? Oui, oui, 5 sur 5. Oui, il y avait la deuxième question d'abord sur l'intérêt de la fibroscopie bronchique. Je pense que, Exact. dans les pneumopathies interstitielles, enfin infiltrantes diffuses, il y a la clinique qui est là, il y a la fonction respiratoire. D'ailleurs, quand il y a une fibrose pulmonaire idiopathique, aujourd'hui, pour mettre une thérapeutique, on a besoin de la capacité vitale forcée qui doit être supérieure à 50% et de la DEL sur la capacité de diffusion qui doit être supérieure à 30%. Ce n'est qu'une parenthèse. On le sait aujourd'hui que ce patient peut être aggravé par des manœuvres d'investigation. Donc, si on veut réaliser une fibroscopie bronchique, souvent on réalise avec un lavage bronchio-alvéolaire qui peut être délétère pour certains patients. Donc, le mettre en exacerbation. Donc, si la radiologie, le scanner en tout cas, est typique, dans ce cas-là, on ne réalise pas l'examen. On peut s'arrêter à la description scanographique. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord à la discussion médico-chirurgicale, donc multidisciplinaire. Voilà. Mais dans les formes incertaines, effectivement, on discute au cas par cas. Il ne faudrait pas que le patient ait 75 ans, qu'il n'y ait pas une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, il y a de risques, effectivement, d'aggravation. Donc, on s'arrête à cela. Donc, voilà. Alors, l'autre question sur la silicose et la silicose. La silicose, je pense que, il y a si une personne, au niveau scanographique, euh, même radiologique, à l'époque, il y a une vingtaine, trentaine d'années, ceux qui ont fait les silicoses, il n'y avait pas l'avènement du scanner que l'on connaît maintenant. Ils se sont basés sur la radiographie du thorax. Au niveau médicinal, ils avaient des ganglions en coquille d'œuf et la distribution de lésions micronodulaires était surtout périphérique. Donc, qu'on pouvait voir le nodule sous-pleuraux comme on voit dans la sarcoïdose. D'ailleurs, ça pouvait faire penser à un diagnostic différentiel entre la sarcoïdose, mais il y avait euh, euh, l'antécédent professionnel qui plaidait et l'évolution de ces lésions avec de masse pseudo-tumorale. Donc, je pense que si on a un scanner bien outillé, on peut aider les patients pour distinguer une silicose avec d'autres pathologies et même faire attention que ces masses pleurales ne soient pas prises pour des néoplasies. Je pense, c'est ce que je voulais dire. L'asbestose, là,
elle peut conduire, donc, les pathologies liées à l'amiante peuvent conduire à une fibrose pulmonaire qu'on appelle l'asbestose. D'ailleurs, il est difficile de différencier une fibrose liée à l'asbestose à une fibrose pulmonaire idiopathique, mais on peut être aidé par des calcifications qu'on voit sur le groupe médiastinal et les antécédents professionnels de la personne. Voilà ce que je voulais dire. Et alors, en cas de Merci suspicion beaucoup, docteur. d'asbestose, quand on fait une fibroscopie bronchique avec un lavage bronchoalvéolaire, on va rechercher de corps asbestosiques que l'on peut retrouver en minéralogie. Donc ça, on demande souvent une recherche minéralogique quand il y a une suspicion d'asbestose. Voilà. Ai-je répondu aux questions? Je ne sais pas si ceux qui ont posé la question sont satisfaits. Vous êtes en droit aussi de demander des compléments, mais je crois que nous, on a compris l'essentiel. Il faut faire attention avec la fibroscopie. Idéalement, le lavage, l'analyse du liquide de lavage bronchique est déjà assez précieux pour nous faire avancer. Et en la clinique, l'imagerie, on peut déjà avancer. Docteur Brigitte, la question sur l'échographie, please. Merci, docteur Maïché, pour la parole. Oui. Euh, Merci pour la parole, docteur Maïché. Alors, concernant euh, l'échographie, on va partir de l'échographie au niveau pulmonaire. L'échographie va essentiellement s'orienter pour arriver à distinguer s'il y a un épanchement liquidien euh, ou gazeux au niveau pulmonaire, la recherche de masse médiastinale quand on peut. Et on a vu que ces pathologies, euh, ce sont essentiellement des pathologies qui euh, comprennent surtout une fibrose. Donc, il n'y a pas beaucoup de place en soi pour l'échographie. On peut être amené chez le patient en réanimation qui présente un tableau de pneumopathie interstitielle aiguë à caractériser son épanchement et essayer de voir s'il y a une surinfection, faire un prélèvement de liquide pleural sous échographie. Ça peut arriver. On peut essayer de voir le poumon condensé sous échographie, mais sans pouvoir le caractériser euh, en soi. Et on peut arriver à voir du pneumothorax à l'échographie par les artefacts qui vont être générés. Donc, voilà ce que je peux dire concernant la question de l'échographie. Euh, Donc, l'échographie sera plus en réanimation, en fait. Concernant la sarcoïdose, effectivement, c'est une pathologie granulomateuse qui entraîne une pneumopathie infiltrante diffuse qui a au premier plan euh, une hypertrophie ganglionnaire médiastinale qui est caractéristique du fait que les nodules ganglionnaires médiastinaux hypertrophiés vont tendance à être volumineux, hilaires et bilatéraux sans pouvoir comprimer les structures bronchiques adjacentes. C'est très caractéristique de la sarcoïdose. Et ensuite, l'évolution lésionnelle va aller vers l'apparition des réticulations en association, je vais y arriver, d'abord avec l'hypertrophie ganglionnaire, puis disparition de ces réticulations et apparition d'une fibrose qui est essentiellement périphérique, bilatérale symétrique et sous-corticale, avec un gradient apico-basal. Euh, Concernant la polyarthrite rhumatoïde, et effectivement, c'est une pathologie qui est fréquente qu'on va retrouver dans nos populations. Et donc,
c'est une pathologie fibrosante. On a dit qu'elle va avoir à peu près les mêmes patterns que les autres fibroses pulmonaires, mais on a dit également que la polyarthrite rhumatoïde peut se caractériser par l'apparition de nodules rhumatoïdes qui ont la particularité de devenir, au fil du temps, excavés. On peut aussi avoir des épaississements de plèvre dans la pathologie rhumatoïde, un épanchement liquidien pleural, etc. Euh, donc voilà, je pense que le professeur Louillet a très très bien abordé la question de la cyclicose et de l'asbestose et que la recherche d'un contexte professionnel d'exposition est un élément clé dans l'établissement du diagnostic de ces pathologies. Donc, on ne va pas revenir sur les adénopathies en coquille d'œuf qui contiennent des calcifications, les plaques dans la silicose et les plaques qui ont les plaques pleurales. On peut aussi avoir une condensation en pied de corneille dans l'asbestose. Voilà, je crois que nous avons abordé l'essentiel des questions posées. Je voulais juste rajouter une chose, hein, parce qu'on a parlé de la place de l'échographie. Vous avez montré de très belles images, surtout quand vous avez commencé de parler de la sémiologie, de septa épaissis, surtout qu'on peut avoir au niveau de base. Et j'allais attirer l'attention quelquefois, une Oui, décompensation cardiaque à une image scanographique très intéressante. On a quelquefois de cas de décompensation cardiaque avec des septa épaissis oui, et des penchements pleuraux. Quand vous regardez, vous pouvez dire que non, voilà, ça fait des compensations cardiaques. Là, on a demandé qu'en réanimation et dans l'échographie cardiaque peut nous aider. Je pense qu'il faudrait insister là-dessus. Quand vous avez des septa épaissis avec des penchements pleuraux bilatéraux, de regarder s'il n'y a pas une cardiomégalie, ça peut être un signe de décompensation cardiaque au niveau du scan. Merci. merci. Merci, docteur. Je crois que sa question est partie du fait que l'échographie pulmonaire est en train de se développer ces années-ci, hein. On va laisser à la science d'avancer un peu. On a déjà décrit beaucoup de signes interstitiels à l'échographie et la fibrose qui seront validés. Mais il faut retenir que l'échographie a une grosse limite, c'est plutôt l'accessibilité en termes de profondeur. On ne va pas assez loin en fonction de la sonde. Mais nous sommes tous d'accord que ça peut, en urgence, au lit du malade, nous donner deux, trois idées. Mais après, il faut vraiment s'asseoir et exploiter l'éventail des diagnostics différentiels. Je ne sais pas la question ici. Est-ce que l'on peut retenir une pneumonie d'hypersensibilité même si l'exposition date de plusieurs années, alors que au scanner, il y a des lésions jeunes, que des vers dépolis et pas de fibrose? Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez nous dire. Et puis, il y a Gaston Katomba qui demande si on peut faire une synthèse de vite. Ben, on verra alors si Brigitte aura le temps. Qu'est-ce qu'on dit alors de la question pneumopathie d'hypersensibilité, même si l'exposition date de plusieurs années, alors que le scanner montre des lésions jeunes, c'est-à-dire vers des polis seulement et pas de fibrose. Allô, Brigitte, tu as une réponse? Euh, Personnellement, je n'ai pas encore été confrontée à ce genre de cas, mais je sais que de base, la pneumopathie d'hypersensibilité, c'est une pneumopathie qui va être déclenchée Oui. et que les signes scanographiques vont rester en place et que on aura une évolution dans le temps. Le patient viendra faire ses acquisitions TDM
et on aura des images différentes selon que la personne est en phase d'exacerbation ou que la personne est en phase de latence de sa pneumopathie d'hypersensibilité et que euh, l'antigène est un élément essentiel, le contact avec l'antigène est un élément essentiel et il va jouer sur euh, l'aspect qu'on va retrouver en scanner et sur la traduction scanographique de la pathologie elle-même. Et donc, oui, il faudra que le patient soit pris en charge pour que les lésions qu'on va voir en scanner puissent régresser. Oui, merci. Je ne sais pas si en attendant, professeur Sassi a pu rétablir sa connexion, mais nous remercions aussi docteur Atobamamak. Désolé, j'y suis arrivé quand même. Il a fait un long texte dans les chats, comme ça chacun pourra lire son complément. Professeur Issassi, vous êtes avec nous? Alors, le docteur Ndoumama, je ne sais pas s'il a eu un empêchement. Il Oui, aurait mais pu très nous occupé. parler Il a d'un encore bloqué dans complément. les Oui, embouteillages. allô? Oui, professeur, vous pouvez y aller? Oui, c'est juste pour vous dire que je suis à Kinshasa. La connexion ne me respecte pas toujours, donc je voulais Oui, avancer avec et le essayer de terminer les petites images qu'on avait pour chaque pathologie décrite par la première panéliste. Alors, je me suis arrêtée sur les desquamatives. Alors, maintenant, sur les pneumopathies interstitielles lymphocytaires, c'est là où elle était en train de décrire ces idiopathiques où on n'arrive pas toujours à mettre une entité là-dessus. Alors, souvent en histologie, on a tout simplement un interstitium assez flou, deux fois avec une présence dense d'infiltrats lymphocytaires, comme vous le voyez autour des alvéoles. Et évidemment, on ne cesse de le dire, ces pathologies, pour mettre une entité spécifique, il faut une multidisciplinarité parce que nous avons des images. Et sans la clinique, sans les protocoles de scan ou de radiologie ou échographie ou autres réalisés, on n'arrive pas toujours d'emblée à ce diagnostic. Et pour les pneumopathies organisables, quand vous êtes sur ces prélèvements biopsiques, c'est cette obstruction des lumières alvéolaires et c'est souvent très endoluminal en laissant les septa des alvéoles tout à fait libres et qui encombrent totalement la lumière. Évidemment, entre ces espaces alvéolaires, vous allez remarquer qu'il y a un dépôt de fibroblastes et les éléments inflammatoires sont mieux vus dans l'autre coloration. Là où vous avez des pointillés tout noirs à l'extérieur, c'est juste de l'inflammation. Et on vous dit que cette distribution, elle est souvent hétérogène parce que autour de cet alvéole occupé, juste à côté, vous n'avez plus rien à part quelques macrophages ou histiocytes dans cette lumière. Et pour retrouver encore cette image spécifique, il faut aller sur plusieurs champs d'observation ou d'autres tissus de prélèvement reçus. J'ai pris la dernière image sur la sarcoïdose parce qu'il y a quand même un autre confrère pneumologue qui a insisté sur la différence entre une sarcoïdose et la tuberculose. En tout cas, chez nous, pathologistes, quand la tuberculose est bien constituée, on n'a pas de problème, mais la sarcoïdose au niveau pulmonaire, c'est clair, vous avez les espaces alvéolaires et vasculaires ou autres qui n'ont pas été occupés par la pathologie, mais entre ces septa et ces septums, ainsi que dans l'interstitium, vous avez exactement, avec la flèche noire ici, les cellules géantes et les granulomes qui constituent la sarcoïdose sont souvent des granulomes tout à fait confluents
avec beaucoup de cellules géantes qui occupent tous ces granulomes. Ça, ce n'est pas une disposition que l'on voit dans la tuberculose. Dans la tuberculose, vous avez une très grande plage, le plus souvent centrale, de nécrose caséeuse. Et ces cellules géantes, on les trouve en périphérie et on n'a pas des granulomes confluents, comme on le voit ici dans un cas de pneumopathie avec présence des granulomes évoquant une sarcoïdose. J'ai pris les différentes images. J'étais en train d'élaguer d'autres tenant compte de l'exposé de la précédente. C'est tout simplement pour dire quoi? Évidemment, le pneumo a ajouté aussi les pneumopathies à éosinophiles. La grande caractéristique, c'est simplement cette infiltration, tant au niveau des alvéoles et de l'interstitium, par des polynucléaires éosinophiles. Et c'est très, très caractéristique. On ne s'est pas passé à côté d'une lésion comme ça. Malheureusement, je n'ai pas une image ici pour vous. J'insiste vers la fin sur cette multidisciplinarité parce que quand nous voyons les bons que nous recevons de nos cliniciens, on ne sait rien faire. Nous ne sommes pas dans un système où nous avons accès au dossier du malade. On peut aller lire quel a été le protocole radiologique, quel a été le bilan de biologie ou quel a été encore les aspects cliniques à l'interrogatoire. Nous n'avons pas cette chance, ce n'est pas encore numérisé. Ce qui fait qu'il nous faut un minimum de cliniques, de renseignements cliniques sur le banc de demande, au lieu d'écrire tout court biopsie pulmonaire, biopsie pleurale et je ne sais pas quoi, sans une clinique donnée. C'est très, très, très difficile d'arriver à donner une entité. Vous-même, vous avez vu que c'était un groupe très élargi. Et ces discussions, radiologues, cliniciens et pathologistes existent très peu chez nous. Les RCP ne sont pas là et les prises de biopsie dans ces pathologies aussi ne sont pas aussi fréquentes chez nous, ce qui fait que l'expérience n'est pas la même comparée à ceux qui pratiquent sous d'autres cieux dans les pays d'Europe ou d'Amérique ou d'Asie développée. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire sur ces différentes pathologies. Nous sommes très, 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 très coincés quand nous devons mettre un diagnostic là-dessus. C'était un peu le dernier commentaire que je pouvais faire Professeur, là-dessus. Merci beaucoup. bien, un grand merci à vous, hein, et je crois que vous avez hésité pour rien à mettre les images parce que nous avons beaucoup appris, hein. On a Je l'espère, avec mon beaucoup rose et je ne parlé sais pas le quoi. passé. Ben oui, hein, c'est différent du noir et blanc des radiologues. Je cherche à Bien, désactiver. on va continuer alors à recevoir des questions. Je ne sais pas, on a euh, Jean-Michel qui nous demande, il dit qu'on parle de plus en plus des avancées dans le diagnostic précoce, des progrès réalisés dans le cadre des biomarqueurs spécifiques et sensibles pour le diagnostic précoce des pneumopathies infiltrantes diffuses. Pouvez-vous nous en parler et éventuellement partager votre expérience personnelle dans la pratique quotidienne? Je ne sais pas qui peut lui répondre au développement des biomarqueurs dans le diagnostic des PID. Je ne crois pas que j'ai oublié une question. Nous avons lu toutes les questions. Sentez-vous libre de poser les questions. Euh, allô? Alors, il y avait une main levée ici de Shabani Fariala. Merci beaucoup. Je voulais poser une question à Dr. Louyeye. Est-ce qu'il a vu au Congo des cas de pathologies interstitielles, les vers d'oiseaux, des perroquets, des choses comme ça? Lui qui Ah, fait d'accord. Guinée, Bruxelles.
Loulier, vous pouvez... J'ai vu qu'il était en même temps en train de travailler, hein, donc dès qu'il revient, on va lui rappeler la question. Et pour les radiologues, est-ce qu'ils ont des cas qu'on leur a envoyé des pneumopathies à l'amiodarone parce qu'on donne beaucoup d'amiodarone au Congo? Est-ce qu'ils en voient ou pas? Voilà, docteur Loulier peut répondre et docteur Brigitte, personnellement, Au c'est vrai Congo, qu'on en donne pas en beaucoup. Europe. Oui, oui, moi je suis au Hmm. Congo, je suis pas en Europe. Ah, OK. Hmm. Moi, je suis à l'est du pays, à Bukavu. Peut-être nos amis de Kin vont aussi partager leur expérience et peut-être ceux qui sont à Lubumbashi. Mais comme vous dites, d'abord un souci de diagnostic et que c'est pourquoi on a jugé bon de rappeler un peu, rafraîchir cette sémiologie des PID. Très souvent, on y va tout seul au lieu de la multidisciplinarité. Et peut-être on a déjà eu sous la main ces cas-là de complications du traitement à l'amiodarone. Docteur Louis, docteur Brigitte, votre micro est fermé. Donc, Est-ce que je docteur peux Chirac, poser une autre votre question question. là? Est-ce qu'à qui on fait les études de diffusion, Et des études de diffusion. diffusion pulmonaire? Donc, on fait la plétismographie et puis on le Oui. fait l'étude de diffusion. Parce que les tests qu'on fait précocement, par exemple pour la pneumopathie à l'amiodarone, avant que ça apparaisse radiologiquement. Est-ce qu'on fait ces tests-là à Kin? Est-ce qu'on fait la plétismographie à Kinshasa ou pas? Je n'ai pas d'update personnellement sur Kinshasa. Ça fait des années que j'ai quitté Kin, mais peut-être que ceux qui Ou sont bien même sur à place peuvent Bukavu? nous dire, hein. Non, à Bukavu, non. Je crois qu'à la limite, c'est la spirométrie, la fibroscopie et l'imagerie, hein. Et Hmm, aussi, bien sûr, l'histologie, ça on peut faire. hmm. Parce que la spirométrie, on fait, si on veut étudier la membrane alvéolo-capillaire, on doit faire nécessairement une étude de diffusion. Exactement. Vous avez raison, mais bon, de ce côté ici, je crois que tout l'est du Congo, je n'ai pas entendu parler de plétismographie. Je ne sais pas pour ceux qui sont à Kinshasa, c'est du pays. Euh, alors, docteur Bikoumou, on retient vos questions, le temps de récupérer le docteur Luyeye et docteur Kouye. Je ne sais pas pourquoi leurs micros sont fermés. Docteur Bikoumou demande il dit que sur la sarcoïdose, suite à la présentation du prof Rissassi, est-ce une erreur de poser radiologiquement le diagnostic de sarcoïdose chez un patient tuberculeux dans nos milieux? Professeur Rissassi, il peut arriver que les deux pathologies puissent cohabiter ou que l'on puisse confondre l'une à l'autre. La question de Euh, notre docteur. je, de confondre, pour un débutant, oui, ça arrive. Et tout dépend Ok. aussi des angles de coupe quand on a un tissu. Mais dès lors qu'on a une très grande présence de nécrose caséeuse, automatiquement, on commence par exclure cette sarcoïdose et on commence à chercher les éléments complémentaires, cette couronne de cellules Mhm. épithéloïdes, cette présence des cellules de Langerhans, et il n'y a Oui. pas de confluence granulomateuse dans une tuberculose. C'est vraiment la lame du débutant pour les anatomopathologistes pour la tuberculose. La sarcoïdose, par contre, on peut entrer en difficulté avec d'autres pathologies granulomateuses. Si on n'a pas la clinique, on commence à se demander est-ce réactionnel
Est-ce c'est vraiment spécifique à une pathologie donnée? Et à ce moment-là, on recourt aux cliniciens pour avoir plus des éléments cliniques et radiologiques quand elles existent. Voilà un peu. Mais la tuberculose, passer à côté, c'est difficile. C'est difficile. Mais la sarcoïdose, on peut discuter avec d'autres hypothèses diagnostiques et deux fois, c'est pas aisé. Mais habituellement, dans la sarcoïdose, on a une hypercalcémie qui va déjà Euh, orienter. oui, Oui, mais moi, souvent, je on peut suis avoir des devant. atteintes au niveau des hépates. Oui. Non, c'est-à-dire le Moi, médecin qui te réfère, il va ajouter des informations exactement, supplémentaires exactement. Le comme médecin qui envoie des hypercalcémie, éléments atteinte hépatique. supplémentaires. Oui. Évidemment, évidemment. Dès qu'il commence à me compléter dans ces éléments-là, c'est clair. Mais sans ça, je serais là en train de dire, je pense à la sarcoïdose ou à. Et à ce moment-là, ça ne reste pas précis. Mais quand c'est très bien constitué, on dit Merci souvent un beaucoup, coup d'œil, professeur. un diagnostic. Oui, Mhm. Non, allez-y, merci. hein. Non, non, Et, Alors, non, c'est clair. et je D'accord, Merci. pense qu'il y a merci. beaucoup de cas de sarcoïdose au Congo. Moi, mon premier cas de sarcoïdose que j'ai connu en Belgique, c'était quelqu'un qui venait du Congo, parce qu'il y en a beaucoup chez les Noirs. Et quand on pose diagnostic sarcoïdose, il faut aller plus loin, voir est-ce que c'est limité aux poumons, est-ce que ça touche les cœurs, parce qu'il y a des risques de mort subite. Donc, ça signifie si ça touche les cœurs, il faut envisager des défibrillateurs, des choses comme ça. Ah, d'accord. Docteur Brigitte, on se retrouve. oui, on se retrouve à peu près. Bon, c'est vrai qu'il y a des questions auxquelles on ne s'attendait pas, notamment l'évaluation des fibroses pulmonaires, des pathologies fibrosantes à l'aide de marqueurs. Oui. C'est vraiment une notion, je pense, qui doit relever de la recherche et qui doit mettre en corrélation des marqueurs de l'inflammation. Et c'est probablement dans le lavage broncho-alvéolaire qu'on va prélever un échantillonnage pour essayer de confronter à ces marqueurs tumoraux, notamment rapport neutrophile lymphocyte, éosinophile lymphocyte, etc. Mais franchement, c'est un domaine que personnellement, je ne me suis pas beaucoup penchée là-dessus. Maintenant, par rapport à l'intoxication à l'amiodarone, ici en Europe, on peut en trouver, mais c'est vraiment la notion d'utilisation de ce traitement-là qui va faire évoquer le diagnostic parce que le pattern, lui, il ne sera pas aussi parlant que, par exemple, une surcharge hépatique qui va être hyper dense spontanément sur une acquisition TDM. Et donc, il n'y a pas un tableau qui est spécifique par rapport à cette atteinte-là. D'autres atteintes médicamenteuses peuvent être vues euh, et qui vont se traduire également par des foyers de pneumopathie organisée. Euh, on peut les voir notamment en utilisation de, de BCG pour le traitement immunologique de tumeurs vésicales. D'accord. Merci beaucoup. Je moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse lever la main et poser la question. Il va être 23 heures à Paris, docteur Maïché. Je pense qu'il n'y a plus Oui, de oui. questions, on pourra euh, il y a... s'arrêter. Puis. Oui, ok. Bien sûr, on va remercier vraiment les intervenants de ce jour, hein. Docteur Brigitte, c'est une jeune radiologue très, 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 très efficace, perspicace. Elle est tout le temps là au rendez-vous et elle n'hésite pas à partager son expérience avec nous et ça, c'est vraiment un bon exemple pour les plus jeunes ici. Et on va remercier Docteur Louis pour avoir pris de son temps. On a vu qu'il
y participer tout en des cas. Et professeur Catherine nous a vraiment bien ancré dans l'histologie, tout en nous refilant la remarque de bien compléter nos demandes hein, avec des renseignements aussi complets que possible. On va remercier tout le monde, hein, notamment le professeur Dadimata qui prend de son temps à organiser tout ceci. C'est de la cuisine interne, mais ça demande quand même beaucoup de temps et de l'attention. Voilà, nous allons vous remercier et si le professeur Dadi n'a pas de communication, nous serons contents de vous revoir le lundi prochain. Alors, les prochains, ça sera le premier lundi du mois de juillet. De mois de Ah, juillet, oui, ça sera le break. Donc, oui, on se rencontre le deuxième lundi pour commencer une série sur l'imagerie de l'abdomen qui sera chapeautée par Dr. Sandra Lefranc ah avec son d'accord, équipe. Donc, on se revoit dans 2 semaines à partir d'ici. Merci parfait. beaucoup à Dr. Brigitte pour sa brillante présentation. Il faut noter que c'était un contact qui était un peu tardif, donc j'imagine qu'elle a bousillé toute sa semaine pour nous préparer ce cours ici d'une très haute facture. Et je dis merci également au docteur Luyeye. On voit qu'il est encore en pleine consultation, mais il s'est quand même efforcé d'être parmi nous. Et le professeur Ali Dissassi, que j'ai contacté aussi presque d'arrache-pied, et elle est avec nous jusqu'à 7 heures. Il est tard à Kinshasa. Donc, on se revoit et merci beaucoup pour votre participation. C'est toujours un plaisir de vous voir nombreux. On voit que ce qu'on fait ici, ça porte du fruit. Et je vais dire merci au président de l'Ordre de médecins qui est toujours là et qui me fait des remarques et puis des compléments en inbox par rapport à tel ou tel autre de la présentation ou bien du forum. On est ensemble, on se revoit dans 2 semaines. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.